Allez, on y va. Il y a full. Bon, alors quand même, c'est dommage un peu que l'accessibilité soit pas plus mis en avant dans le logiciel sur l'open source. Pour rappel, l'objectif du gouvernement, les priorités, c'est numérisation. Donc on va regarder la DINUM. L'objectif de la numérisation, c'est de faire de l'UX, c'est de mettre l'usager au centre, donc de faire de l'accessibilité. Donc bon, bah voilà, c'est un peu dommage. Et le vieillissement de la population. Donc le vieillissement de la population, le problème en interne, dans les ministères ou pour les Français, c'est un objectif super important et ça n'intéresse pas forcément les foules, on s'en rend pas compte, mais ce qui nous attend dans 20 ans, c'est quand même plein de gens dont on fera partie, qui auront un certain âge et qui auront certainement des déficiences. Donc l'accessibilité est un patrimoine en fait à gérer hyper important. Donc moi je vais vous présenter une conférence qui aurait pu s'appeler Simplifier la bureaucratie. Alors simplifier la bureaucratie, effectivement c'est un truc dont j'ai eu conscience il y a quelques jours, parce qu'en fait on parle de bureaucratie, mais il y a la bureaucratie numérique. La bureaucratie numérique, c'est la bureaucratie qui permet de réaliser des sites web. Et en fonction de comment est organisée la bureaucratie numérique pour réaliser des sites web, en fait, on a la qualité des sites web qu'on mérite. Donc, elle pose question. Et quand vous allez dans un ministère ou n'importe quel organisme, souvent la bureaucratie numérique, l'outil phare, c'est ça. C'est le mail. Alors, comment on fait un audit aujourd'hui dans une structure? On fait appel à une boîte qui va vous faire un audit. Elle va passer un petit peu de temps. Et puis elle va vous envoyer un beau petit mail, et dans le petit mail, il y aura ça, il y aura un document Excel. C'est magnifique. Et ça, c'est censé servir l'État à améliorer le taux d'accessibilité. Alors pour autant, l'audit, souvent, sont très bien faits, les boîtes sont très très compétentes. Donc pour ceux qui ne connaissent pas l'audit RGA, je ne vais pas aller très vite, mais en gros, on a une liste de critères, on fait oui, non, non applicable, ça n'existe pas sur la page, on fait un ratio de tout ça et on donne un taux de conformité. Alors le taux de conformité, il n'est pas donné par page, il est donné pour l'ensemble des critères sur chacune des pages. Donc si sur une seule page, vous avez un critère invalide, ça invalide le critère pour tout le site. Donc on a ce qu'on appelle un résultat d'audit, et puis une belle synthèse d'audit qui est censée vous aider à améliorer l'accessibilité. Donc parfois, il y a un document de préconisation. Sachant que ça, c'est la synthèse d'audit, mais il n'y a aucun chiffre utile pour améliorer le taux d'accessibilité. C'est des chiffres informatifs parce qu'on sait faire des stats avec un Excel. Mais grosso modo, sur cette synthèse d'audit, il faudrait qu'on ait le taux de conformité. Et il n'y est pas. Alors, il peut-être qu'il était sur un autre onglet. Mais il n'y est même pas. Donc ça sert pas à grand-chose. En fait, les chiffres sont intéressants, mais ne donnent pas grand-chose. Et puis à l'administration, qu'est-ce qu'on lui dit? On lui dit, il faut que tu sois 100% conforme. Donc c'est pas mal. Donc 100% conforme, c'est pas 99, 98. La loi dit 100% conforme, sinon vous avez un risque juridique et un risque d'amende. Alors l'amende, elle est aussi liée à un souci de transparence, de déclaration, etc. Mais bon, la bureaucratie numérique, elle est quand même pas forcément adaptée. Donc on va rentrer, qu'on a 20 minutes, dans... le vif du sujet. Moi, je me suis attaqué à ça. Comment on peut faire pour libérer un petit peu une méthode? Nous, ce qu'on aurait rêvé, c'est un format ouvert que tout le monde puisse utiliser, pas un doc au fait qui s'ouvre pas avec Excel. Sachant que j'ai remarqué que CSV avec Excel, ça s'ouvre pas. Il faut faire ouvrir document texte version CSV. Alors là, j'étais surpris. Je me suis dit, tiens, qu'est-ce qu'ils ont pondu? Quand on l'ouvre directement, ça ne ouvre pas le fichier. On aurait aimé un logiciel open source pour gérer l'accessibilité, qui serait éventuellement hébergé par la DINUM. Ce serait pas mal. Qui aurait une URL fixe, du coup, qu'on pourrait appeler l'outil, et puis qui offrirait pour les institutions une confiance institutionnelle. C'est pas dans une asso, c'est pas sur un dépôt perso d'une personne. Ça, ce serait génial. On aimerait que cet outil soit plutôt bien fait, donc qu'il fasse œuvre d'exemplarité, c'est-à-dire le gouvernement, enfin la DINUM, l'Europe dit vous devez être 100% accessible. Eh ben, nous, le gouvernement, vous fournit un outil qui permet de vous aider à gérer l'accessibilité de vos suites et améliorer le taux de conformité. Et puis, un outil qui permette aussi, qui est assez bien fait pour uniformiser une méthode qui permette que les gens discutent de la même méthode et que chacun fasse pas sa petite méthode dans son coin et qu'on puisse échanger entre nous. Ce serait génial, non ? J'aurais aimé que vous vous leviez en applaudissant, en disant ou alors ça n'arrivera jamais, une sorte de face-palme. Et pourtant, la bureaucratie numérisée, en guise de ballon d'essai. Alors, déjà, moi je m'y suis attelé et donc j'ai, pour traiter du sujet de la bureaucratie numérique, j'ai identifié 5 points, donc l'archivage, la collecte, la publication, l'expertise technique. J'ai éteint le micro, non, il marche. Et la culturation d'équipe. Alors, pour ces différents points, alors ce que j'ai fait, j'ai créé un thème Hugo, je ne sais pas si vous connaissez.
Alors l'avantage c'est que c'est un logiciel open source qui marche plutôt bien sur toutes les plateformes et qui permet de faire des thèmes. Ça c'est l'URL et comme vous le voyez en fait il est hébergé déjà à la DINUM. Donc on a déjà rempli un point, c'est déjà génial. Il est très actif et il permet de faire des thèmes, c'est-à-dire qu'on va séparer les dépôts de contenu du code fonctionnel. C'est-à-dire qu'on ne télécharge quasiment jamais le code fonctionnel, c'est un thème qui est appelé, on a juste chez nous le dépôt de contenu. Donc pour l'archivage, on crée un dépôt de contenu de fichiers CSV sur un dépôt Git, donc on règle un petit peu le problème de l'archivage. On peut faire de l'écriture collaborative plus ou moins sur les CSV puisqu'ils sont partagés, on gère la gestion des droits, on n'a plus ce fichier Excel qui se balade en disant tu l'as modifié, attends, je vais changer la version, qui est-ce que... Ah non, c'est l'expert accessibilité mais il revient tous les 3 mois qui est censé changer un petit peu les outils, moi je ne sais pas comment ça marche, donc on ouvre un petit peu les process avec cette méthode-là et j'utilise Hugo, donc un GSS, un gestionnaire aussi statique qui va me permettre derrière de faire l'automatisation. Donc pour l'archivage, l'idée de mettre GSS ici, c'est de dire qu'il n'y a pas de base de données. Du coup, on n'est pas dépendant non plus d'un admin qui va dire « Attends, il faut que tu installes une structure, je t'ouvre une URL ». Non, on peut le générer avec un GitLab Pages ou ce qu'on veut. Enfin, on fait tout ce qu'on veut avec ce genre de choses. Et puis, chez l'utilisateur, on aura ce dépôt de contenu dans lequel on va ranger. Donc là, vous avez la douane française, le dépôt repo officiel. On range, alors il faut trouver un petit nom comme ça, un petit peu simple, qui va être le slug. Et puis dedans, moi j'ai mis RGA. Alors on peut mettre d'autres choses, on n'a pas le temps d'en parler. Et on va ranger les audits sous format CSV et on va utiliser la date et ce sera la date de l'audit. Comme ça, on n'a pas besoin de la remplir à un autre endroit. Et ce qui va permettre en fait de ranger et d'archiver les CSV et de faire aussi des stats avec le générateur aussi statique. Donc l'archivage... c'est réglé. Donc là, on fait gagner énormément de temps à l'administration française. Pour la collecte, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire une interface web. Ce qui serait bien, c'est de partager l'information en ligne plutôt que des fichiers Excel qui se baladent. Et comme ça, quand on discute et qu'on fait une réunion, on peut y aller avant, après, on sait que c'est les dernières données à jour. Alors ça donne ça. Voilà. Donc on a la liste des sites en temps réel, on sait que c'est les derniers, on connaît le taux de conformité de toutes les démarches actuelles du site, il n'y a pas besoin d'appeler Jean-Michel du bureau 62, ah non il a été remplacé, et pour avoir le taux de conformité qui lui va chercher dans ses Excel le dernier audit qu'il aura reçu, non on les a là, on peut ajouter, et je travaille pour ajouter d'autres critères, donc là on a juste le temps de chargement Lighthouse qui n'est pas forcément très juste, ça dépend d'où on lance Lighthouse, mais il est indicatif. Et donc, on résout le problème de la collecte en partie. La génération automatisée, ça va permettre de générer des pages. Alors, si j'ai le temps, je pourrais vous montrer l'outil, je vous montre des captures d'écran. Donc voilà, ça, c'est mes qualités de graphiste. Donc je mets en forme tout ça. Donc on peut afficher des choses multiréférentielles. On a le taux de conformité quand on rentre, quand on clique sur la liste précédente. On a taux de conformité qui s'affiche directement. Et puis on a la synthèse d'audit, on sait si c'est sur 106 critères, on peut avoir fait un audit partiel, c'est ça qui est pratique, c'est qu'on n'est pas obligé d'attendre l'audit complet avec l'ensemble des choses, on peut faire de l'auto-évaluation avec ça, et avoir un audit sur 25, 30 critères, et on commence, et on regarde, et on remonte des erreurs. C'est-à-dire qu'on peut faire remonter des erreurs sans avoir fait d'audit complet, et se servir de la démarche accessibilité, du RGA pour faire évoluer son site rapidement sans être un pro des audits, ça c'est pratique. Et puis je galère un peu, mais j'essaie de faire une synthèse d'audit qui remonte les critères par page, etc., pour savoir où ils sont. C'est pas forcément toujours lisible, mais le contexte, je vous en parle pas, il faut le mettre à un autre endroit, mais on a ce qu'on avait dans le Excel. Et puis c'est magique en fait, parce que quand vous regardez une déclaration qui vous oblige, qui est une obligation de transparence qui, si elle n'est pas sur votre site, tous les sites publics doivent l'avoir depuis septembre 2020, tout en bas, une déclaration, et en fait, c'est plus ou moins un export de cet audit, puisque vous devez afficher le taux de conformité, les pages testées, le contexte. En fait, vous pouvez générer automatiquement avec le gestionnaire statique la déclaration, ce qui permet que pour la publication, quand le taux change, puisqu'il doit changer à chaque mise en prod, la personne qui va publier sur le site n'a plus qu'à prendre sur l'outil, la déclaration, la copier-coller sur le site de publication, et normalement, elle est sûre que les données qu'elle affiche sont celles qu'il faut mettre dans une déclaration, sont celles qui contiennent les derniers chiffres de l'audit. Et là, on a réglé encore un énorme problème, un énorme frein de la bureaucratie numérisée, c'est-à-dire, qu'est-ce qu'il faut mettre dans une déclaration? Je vais appeler la DINUM, j'ai pris un générateur, je suis pas sûr, qu'est-ce qu'on affiche dedans? Et là, on récupère les données qui étaient dans l'audit et elles sont mises directement sur le site.
Et puis j'ai créé une API parce que j'en avais besoin pour construire des observatoires au-dessus de ces outils pour récupérer les données, parce que en fait, comme c'est un dépôt, un site Hugo, il peut être internalisé. Par exemple, la douane, elle l'a pas fait. C'est l'administration française, ça prend du temps. Mais elle pourrait, parce que les données sont encore chez moi depuis 1 an, prendre le dépôt de contenu des audits, l'héberger chez elle, chez un GitLab, le générer, me donner une URL auquel j'aurai accès avec une API, et parce que je travaille pour le secrétariat général du ministère des Finances, c'est-à-dire quelque chose qui chapeaute un peu toutes les directions au ministère des Finances, la DINUM plus ou moins du ministère des Finances, bah dire, nous à l'ASG, comme on doit communiquer les chiffres à la DINUM, je veux que la douane elle continue à me donner les chiffres de chacune de ces démarches. Donc j'ai construit une API, et donc là on règle bah voilà, c'est l'API qui n'est pas forcément hyper bien faite, mais j'ai fait ce que j'ai pu. On règle le problème entier de la collecte du début. Dès qu'on publie un audit et qu'il est nouveau, il peut remonter. Bon, il faut relancer les générations. Il remonte tout en haut et il pourrait en théorie arriver jusqu'à la DINUM. Et la DINUM, quand elle a des chiffres, avoir les derniers chiffres des audits possibles. Et ça évite de renvoyer des mails. Où est-ce que vous en êtes? Et de dire, bah, je sais pas, attendez, j'attends. Voilà, alors le bilan, on supprime des tâches chronophages, on libère du temps pour l'accessibilité, c'est ça l'objectif, c'est toute la logique que je défends moi, autour des gestionnaires statiques, c'est en fait, c'est pas d'être dépendant de l'outil, même si on est toujours un peu dépendant de l'outil, c'est de dire, l'outil va me supprimer des tâches qui sont chronophages et je vais pouvoir me concentrer sur l'accessibilité. Quand on est pris dans ces démarches de publication, est-ce qu'on est conforme à la loi, en fait, on n'a plus le temps pour l'accessibilité. Ça s'étale dans le temps et comme ça n'avance pas, on perd de l'énergie et on ne traite jamais les bugs et les taux de conformité restent très bas. Alors, il reste 10 minutes. J'essaie d'aller vite pour aussi avoir beaucoup de questions. Alors, j'ai mis un slide RSE. Je sais que la France va prendre la présidence de l'Europe et j'ai écouté une conférence qui disait que c'était leur objectif, c'est-à-dire parce que il y a des institutions en France qui travaillent sur le RSE, donc la responsabilité sociétale des entreprises qui va englober, c'est surtout du côté RH, normalement la RSE, mais du coup ça diffuse sur toute l'entreprise. Ça devrait aussi arriver sur les ministères. Des questions de Green IT, de responsabilité, de numérique responsable, d'inclusion, tout ça, et tout ce dans quoi est inclus aussi les lois européennes sur l'accessibilité. Et ça va être une contrainte très forte. Donc on a des institutions, Institut du numérique responsable, etc. Et souvent, la personne qui va devoir gérer en fait toutes ces contraintes, accessibilité, RSE, c'est une personne ou un groupe de personnes. Donc on leur demande souvent de gérer du RH, gérer un autre métier, gérer un projet. Ils sont développeurs, ils sont ceux qui gèrent les projets numériques, ils sont designers. Ça peut être un développeur et on leur dit, vous avez des contraintes légales, vous en êtes où? Donc souvent c'est des gens un peu esselés avec toutes ces contraintes. Donc moi je fais partie des gens qui sont partisans d'un suivi global parce que en fonction des référentiels, parfois il y a des critères qui se recoupent. Quand vous êtes développeur, vous n'avez pas envie qu'on vous donne dans chacun des référentiels un bug différent pour parfois corriger quelque chose qui est concomitant que vous auriez pu corriger en une fois. Donc l'idée, c'est aussi, parce que ça permet de réduire les temps de correction de l'accessibilité, donc ça c'est un gros frein aussi de l'administration, c'est qu'en fait si on spécifie mal les bugs, en fait avec les temps de développement, les estimations, etc., et le manque de compétences des prestataires ou en interne, ça peut être très long. Donc l'idée c'est de réduire en fait les corrections à leur plus simple appareil et de corriger le plus de choses possibles, qui peuvent être des choses qui sont même pas dans des référentiels, c'est-à-dire éventuellement de la performance web, qui peuvent être des problèmes d'accessibilité. Si une page met 20 secondes à se charger quand il y a un faible réseau, c'est pas un problème d'accessibilité du RGA, on peut être 100% conforme, mais c'est pas accessible pour les gens qui ont un faible réseau. Donc pourquoi ne pas le corriger? Donc un suivi global. Donc j'ai créé une page, j'ai fait un essai. Le problème c'est que je suis un peu le seul à pouvoir l'éditer aujourd'hui. C'est un fichier YAML qui est structuré d'une certaine façon, qui me permet de faire des listes de préconisations qui sont plus des documents Word. Et dans ces préconisations, je les range par page, je les range par bloc, et puis je mets un nom, et puis je mets une description très précise, et puis je mets le code tel qu'il est actuellement pour pouvoir le faire chercher dans l'éditeur de code, et puis le code tel que j'aimerais qu'il soit. Enfin, c'est une proposition, il ne faut pas le prendre. Il faut aussi qu'il y ait une responsabilité des développeurs en disant non, je ne peux pas le corriger comme ça. Et éventuellement, quand il y a des changements de graphisme et que vraiment les développeurs ne savent pas où c'est, un état avant-après pour leur dire ça c'était l'état avant. Moi, j'aimerais que ce soit l'état après. Bon, il n'y a pas tous les états pour les composants, mais c'est déjà pas mal quand il y a des problèmes il y a des changements graphiques. Là, on avait changé l'aspect graphique du site. On leur dit, on leur mange tout le boulot.
Et à l'intérieur de ce document, c'est un document polymorphe dans lequel je mets tous les bugs, quels qu'ils soient, tous ceux qui me viennent en tête. Et si, j'ai pas la bonne copie d'écran, mais s'ils sont relatifs au RGA, je rajoute la référence aux critères comme ici. Et après, je peux sélectionner ces bugs et je vais les ranger par lot. Ce qui me permet en fait de dire aux équipes de développement, voilà, je veux que le prochain lot, parce que le plus dur c'est de faire rentrer l'accessibilité dans les cycles de développement, pour que ça rentre, leur dire, là vous allez me corriger tel bug, donc en fonction de la maturité des équipes, ce qu'ils savent faire. Donc là ils n'étaient pas très forts, parce qu'ils n'avaient même pas les labels, là c'est chaud. Je fais rentrer, vous en avez corrigé un, on a corrigé un critère, après je rechange l'audit, je refais un nouvel audit avec une date, vous voyez on a évolué, et j'essaie de faire rentrer. Donc un suivi global pour dire, voilà, je sais... donc un outil qui permet de parler aussi bien aux gens qui sont en haut qu'aux gens qui sont en bas, pour bien faire la liste, ceux qui suivent les projets, d'avoir une liste, et d'avoir quelque chose pour les développeurs, c'est-à-dire ce qu'on veut, c'est que les taux de conformité augmentent, qui leur parlent. Donc là, on arrive à parler à tout le monde, et c'est dommage que certains développeurs ne savent pas faire d'accessibilité, donc comme j'ai leur mâcher le travail, mais l'idée c'est de leur fournir quelque chose qui disent, moi je veux un bug, sinon si j'ai pas de bug, je travaille pas. Donc on arrive à faire ça, et généralement quand on fait tout ça, ça dure plusieurs mois. Donc pour la culturation équipe, on a réglé pas mal de problèmes. Donc pour la publication, le problème c'est l'édition sur le CMS, donc je la résous pas. Je travaille sur un projet éventuellement de mini-site qui pourrait récupérer automatiquement les déclarations. L'expertise technique, un outil ne dit pas que vous êtes expert, donc on ne peut pas le régler avec un outil, même si ça peut aider en dégageant un petit peu de temps, l'outil ne résout pas. Il y a culturation équipe, pareil, il y a des formations, tout ce qui est RH, donc l'outil ne règle pas ce problème. Alors, comme je vous disais, donc là, sur ce quoi je suis en train de réfléchir, en train de me rendre compte, c'est que souvent on est tout seul pour régler tout ça, pour gérer tout ça, enfin les gens qui gèrent les équipes. Moi, mon expérience, elle me montre, parce que j'ai eu plusieurs directions sous moi, que en fait, c'est utile d'avoir quelqu'un au-dessus qui connaît tout ça, qui vous mâche le travail, vous fait gagner du temps, et il est en capacité de former les gens, pas forcément à être expert accessibilité, mais à gérer ses projets, et à être serein, et à engager un dialogue avec l'ensemble de l'équipe, avec la direction, tout ça. Donc aujourd'hui, on en est où au niveau de l'accessibilité? Alors, l'outil aujourd'hui, il est utilisé au ministère des Finances. Il a été repris par la DINUM, parce qu'une personne que je connais a été rembauchée et du coup utilisé l'outil en disant ça me fait gagner du temps. Il va être affiché sur le site de la DINUM. Il est en logiciel libre, donc je ne sais pas ce qui va en être de cet outil. Toujours est-il, c'est qu'en l'utilisant, on est censé dégager du temps, mais il faut toujours cette phase en fait de formation des gens qui gèrent de l'accessibilité, cette formation au suivi accessibilité, pas juste l'accessibilité, il faut mettre un chien quelque part, la structuration des textes, c'est très intéressant, mais il y a un frein de bureaucratie numérique à faire. Et donc ça, imaginons que ça, ce soit moi, ça ce soit le ministère des Finances, parce que je suis OSG. Imaginez ça, en fait, c'est des gens qui sont dans un petit département, une petite communauté de communes, et ça, ce soit un responsable du numérique, ceux qui sont nouvellement embauchés. On irait former les gens, et ce qu'il faudrait, c'est rendre les gens autonomes en fait sur cette gestion de l'accessibilité, et qu'avec, par exemple, cet outil-là, ils puissent directement publier leur score, et qu'on arrive petit à petit. Et ça ne mange pas du tout ce que fait la conférence qu'on a vue avant sur l'Observatoire de l'accessibilité, qu'on arrive en fait à avoir des chiffres et que les gens puissent s'améliorer petit à petit. Bon, j'arrête là, je vous ai donné un grand éventail, surtout si vous avez des questions, posons des questions. J'ai une slide, merci. Donc, c'est moi l'animateur, je fais le micro à qui je veux. Bonjour, est-ce que vous avez des outils sur l'intranet finance ou alors vous avez pour gérer, pour faire des tests d'accessibilité ou des choses comme ça, un Askatasun par exemple, ou est-ce que vous utilisez des instances externes hein? Non, là on n'est que sur l'audit pour la déclaration, donc en fait comme quasiment la plupart des choses sont manuelles, on n'est que sur le manuel là. On parle vraiment de l'auditeur en tant que tel qui doit faire son audit complet, avec la remontée des bugs. Et autre question, est-ce que dans les documents projets, enfin pour les chefs de projet, est-ce qu'en amont, est-ce que l'accessibilité est décrite quand arrive un nouveau chef de projet dans les documents projets Non, enfin moi je n'ai pas cette responsabilité-là et on n'y est pas du tout. Mais après, moi j'ai une vision très large sur des projets spécifiques.
D'accord, ok. C'est moi, finalement, qui suis à la fois plus ou moins chef de projet, auditeur, je mélange plein de choses. Et mon but, c'est comme il n'y a personne, en tant que référent, je gère ça. Mais mon idée, c'est avec l'outil, c'est de dire, mais il faut que vous embauchiez des gens dans votre déclaration, schéma pluriannuel, et que vous veniez autonome. Et regardez, vous avez accès aux trucs, c'est pas comme moi. Donc de laisser, parce que je peux pas gérer non plus tous les sites, et que les gens deviennent autonomes. Mais après, moi, je suis pas sur une politique globale. Hein. Moi, j'ai été embauché juste pour faire des audits à la base, et je me suis fait cet outil parce que je me suis dit, voilà, moi, je vais avoir plein d'Excel, je vais devoir faire des rapports, des mails pour recommuniquer, ça va pas aller, donc j'ai fait ça. D'accord, ok. Mais... Bon. D'autres questions? Bonjour. Moi, ma question, c'est, vous avez montré tout à l'heure, en fait, un système qui propose une sorte de correction. Est-ce que vous avez pour but que ce soit lié directement peut-être au Git un jour pour que la correction soit pas forcément automatique sous validation, mais qu'elle évite aux développeurs par exemple une action? L'idée, oui, ce serait en fait, c'est une grande discussion, c'est-à-dire que pourquoi faut faire ça alors qu'il y a des équipes qui ont un dépôt Git, surtout ceux qui gèrent vraiment en interne leur audit, leur dépôt Git, etc. Et l'idée serait éventuellement, on pourrait faire une API pour nourrir un outil. Après, il faudrait récupérer le retour, ce serait compliqué. Voilà, ça, c'est une grande question que je me pose. Hein. Je suis en très grande réflexion sur ce truc-là. Ça répond pas à tout. Moi, ça m'aide en tout cas. Mais c'est vrai que après, il y a plein d'API, plein de gestion de bugs, et puis ça résout pas tout. L'idée, c'est vraiment de fournir les bugs et éventuellement qu'ils soient recopiés, malheureusement. Mais on pourrait quand même imaginer une API qui se brancherait pour nourrir une fois et créer les bugs. Voilà, on pourrait faire ça. Mais après, pour la gestion de correction des deux côtés, on n'y est pas. Mais on aimerait que ça marche comme ça. À un moment, tu parles de format CSV pour les audits, au tout début dans la partie Frago. Une et plusieurs questions sur ce format CSV. Quelle est sa structure? Est-ce que c'est toi qui l'as initié? Est-ce qu'il y a l'idée de monter un groupe de travail sur comment structurer un audit de manière intelligible par une machine, et je dis bien par une machine, pas par un humain. Bref, je pense que tu as mis le doigt sur un point essentiel, sur le fait d'arriver à avoir un format d'échange d'audit entre machines. Et donc, voilà, alors où en es-tu là-dessus? Voilà, mais c'est vrai, on va engager des discussions, mais j'ai choisi ce fichier-là parce que comme ça, j'ai tout et j'ai qu'un seul fichier. Donc c'est un fichier CSV, donc il est compréhensible, on peut le changer. On me dit, non, je peux pas le changer, donc après, on l'ouvre... on met un petit truc dessus, et puis voilà, il est éditable, c'est plus clair. Moi, j'ai un thème son, donc c'est pas forcément lisible. Après, j'ai travaillé pendant des mois pour pouvoir, parce que les auditeurs aiment bien mettre des petits commentaires, donc il y a possibilité de mettre des commentaires, plusieurs commentaires, alors comment je les gère, comment je calcule le taux de conformité. Parce que quand vous refaites un audit régulier tous les 3 mois, et que vous avez mis non conforme, et que vous savez pas pourquoi vous avez mis non conforme, c'est bien que vous ayez mis tel élément. Donc ça s'appelle la liste des anomalies, donc on peut intégrer les anomalies, qui est repris dans la synthèse. Et effectivement, je ne vais pas répondre directement à ta question parce que ça pose une question. Moi, j'ai choisi ce format parce que c'est le plus simple, parce que je pouvais le parser avec mon CSV. Il est aussi très facile à remplir. Après, j'ai rien réinventé. C'était le format qui existait dans le LibreOffice. On a la liste des critères. Donc là, elle est par test. Comme par hasard, j'ai ouvert ça. Mais les auditeurs le font par critères. Donc il existe les deux fonctionnent. Parce que parfois on peut avoir besoin des tests si on veut vraiment suivre de façon précise un site et qui est très complexe, mais on peut le faire par critères, ça marche et on remplit le fichier. Et effectivement, à un moment donné, moi je travaille tout seul dans mon coin. Qu'est-ce qu'on fait de ce CSV? Est-ce qu'on pourrait le pré-remplir? Et il se pose des questions. À partir du moment où il est pré-rempli, que je fais une modif dedans, je peux plus forcément récupérer, faire des merges. Mais voilà. Donc moi, c'est pour ça que je me suis concentré sur une partie, c'est-à-dire j'ai un utilisateur qui est l'auditeur et enfin l'archivage, la collecte, etc. Mais après, si on voulait le brancher avec d'autres choses, oui, il y a des questions qui se posent de ce côté-là pour pré-mâcher du travail. Et on en discutera, on pourrait mettre soit Stackasun en tant qu'un autre fichier dans le dépôt et faire des synthèses d'audit à partir des résultats de Stackasun, les mettre sur la page d'accueil, voilà, ou alors un fichier CSV qui sortirait et d'avoir un pré-fichier qui permettrait d'avoir un taux Stackasun sur je ne sais pas combien de critères, parce qu'on peut compter le nombre de critères. Et ça, c'est intéressant parce que j'avais travaillé sur un audit avec un fichier automatisé pour savoir si j'ai pris les départements, ils avaient une déclaration, j'ai fait un petit script qui
qui vaut ce qui vaut, parce que c'est difficile de savoir si la déclaration est là ou pas. Et ça génère automatiquement toute la structure dans le Frago, avec toutes les mairies et avec les fichiers vides. Et il reste plus qu'en fait à demander aux mairies en disant vous en êtes où, vous en êtes où, finis-nous un audit, éventuellement leur faire un pré-audit et du coup faire cet observatoire par département. Donc tout ça c'est fait. En fait, c'est juste que manuellement, moi, faire les audits pour tous les départements, je suis pas fait quoi. Même en 25 critères, c'est un peu fatigant quoi. D'autres questions? Après, il y a une pause, non? C'est pas ça, donc on peut parler à côté. Alors, c'est pas une question, mais c'est une remarque. Ce format CSV, l'avantage sans doute, c'est que comme il est sur Git, on peut voir qu'il y a eu des modifications. S'il y a des modifications qui ont été faites au fur et à mesure, vu que c'est sur Git, il y a peut-être moyen justement de régénérer automatiquement les rapports. Oui. Pour pouvoir remettre à jour. Oui, ça remet à jour, vous éditez, puis après... un petit iframe, les gens n'ont plus qu'à copier-coller sur leur site la petite partie déclaration. C'est-à-dire avec Git, vous avez un GitLab CI qui permet juste d'écouter les changements et de ça, faire en fait. Enfin, je sais pas si ça avait été couvert, en fait, c'était juste une remarque. En fait, vous avez je ne sais pas si on parle de la même chose, mais vous avez le... J'aime pas, ça marche pas ce raccourci clavier là, plein écran. Ah, mais là je suis directement sur le site. En fait, ça vous avez le générateur aussi statique. En fait, dès que le dépôt Git est changé, en fait, il se remet à jour et l'URL que j'ai là, qui est envoyée, qui peut être publique, en fait, elle est mise à jour. Et du coup, on envoie juste l'URL aux participants au projet. Et en fait, ils savent que sur cette URL-là, c'est les derniers chiffres. Et donc, le dernier audit publié, donc il faut avoir une petite mise politique de publication de l'audit. Mais dès que l'audit est publié et mis à jour sur le dépôt, ça se relance. Et en fait, le générateur statique, il génère ça. Donc moi je sais que j'ai les derniers chiffres. Si on me dit, la DINUM m'envoie et dit alors c'est quoi les derniers chiffres, je dis paf. Donc ils ne le savent pas déjà, ils n'ont même pas la même liste, ils ont une autre liste de démarches. Et moi je peux envoyer ça en direct, donc c'est hyper pratique, je ne passe pas par les mails. Mais c'est comme ça que ça marche. Parce que la question que j'avais pas compris, enfin la partie que j'avais pas compris, c'était le point sur l'API en fait. Sur dire il faut qu'ils aillent récupérer automatiquement le... Alors c'est un autre point en fait. Alors là du coup sur le site on a la déclaration qui est directement générée. Donc le truc c'est que mon site, ça vous intéresse, la page de qualité elle me permet de relier des bugs, des anomalies à des critères. Donc ce qui me permet de faire un truc que personne ne fait. C'est dans une déclaration lister les contenus non conformes qui est demandé par la déclaration que personne ne fait parce que c'est compliqué. Et cette autre page de liste des choses, des bugs me permet de les remonter. Alors le problème c'est qu'il faut que je les refasse tous, sinon on a des vides. On en a certains où il n'y en a pas. Après c'est pas forcément gênant. Et normalement on peut remplir le XPath, mais en termes d'activité je sais pas comment mettre le XPath dans un tableau parce que c'est super long. Et on doit a priori dans une déclaration annoncer quand est-ce qu'une anomalie sera corrigée. On doit s'engager à faire ça. Et donc l'outil le permet en termes de structure de contenu. Après, il faut former les gens, parce que moi, sinon je pourrais passer un an à faire une admin qui ne ferait pas exactement tout ça. Mais en éditant simplement un fichier YAML, en fait, on pourrait y arriver. Il faudrait que je trouve un CMS pour le mettre, parce qu'il y a des cases pré-remplies, ça pourrait être des cases pré-remplies. Mais en gros, tout est vraiment généré automatiquement. Donc on a la déclaration, et puis voilà, c'est le principe à la fois d'un gestionnaire statique qui sert un peu d'API statique. Et on a automatiquement, alors ça parfois j'ai un peu des problèmes, mais on a l'API qui est là et qui est mise à jour aussi, et j'ai tout mis, j'ai passé du temps, on a l'accessibilité, Lighthouse, le nombre de bugs qualité, et on pourrait rajouter d'autres référentiels. Et donc moi j'essaierai de travailler sur le référentiel de l'économie, de l'éco-conception du service numérique qui peut être intégré. Enfin on peut faire ce qu'on veut à la limite, il suffit de l'intégrer, mais tout n'est pas référentiel. Par exemple, OpQuest n'est pas un référentiel, c'est une checklist. Et ça pose souci, parce qu'en théorie, on pourrait l'intégrer, mais quand on fait un référentiel comme Jargea, ça demande, si on met conforme, non conforme, de le connaître un peu par cœur et de le faire dans son ensemble. OpQuest, tout ne s'applique pas, il y a 250 checklists. À connaître, c'est compliqué, donc on pourrait l'intégrer en théorie. Après, en pratique, pour ceux qui ont envie, ça peut être pas mal, mais c'est pas hyper simple pour l'auditeur de remettre à jour des OpQuest à chaque fois, quoi. Ça peut être bien de faire... Le référentiel est intégré, ce qui fait qu'on peut faire relier des corrections à OpQuest, donc on relie. Et en fait, parce que là, moi, je suis une grosse feignasse. Enfin, faut le voir. Hein. L'idée, c'est qu'en fait, la personne qui doit développer, elle est, vous voyez, on raffiche ici le critère. Ce
Ce qui fait que si la personne qui doit corriger le bug, je lui dis c'est pas très précis parce que c'est chiant d'écrire franchement et que c'est pas très bien décrit, je lui rappelle le critère quand même à lui d'aller vérifier ce que c'est que ce critère, comment il se vérifie de progresser en accessibilité, quoi. À un moment donné, si on veut faire monter l'accessibilité, dans un point de départ, on peut manger le travail, mais à un moment donné, le but c'est aussi que les développeurs, enfin l'ensemble de l'équipe monte de façon homogène. Donc ça coûte rien de mettre des aides parce que personne ne connaît les critères par cœur, mais ça permet aussi aux gens qui connaissent pas de les rassurer un petit peu dans le truc et pas d'ouvrir 10 onglets pour trouver. Et donc tout ça c'est régénéré de façon automatique. Du coup, c'est un peu, pardon, en fait, je me place dans la logique développeur. Nous aussi, ce dont on aurait besoin, c'est en amont, c'est de dire, on a besoin d'avoir une vue de ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire, c'est ça. Histoire de pas avoir à le. Donc là, il y a toute la liste. Alors moi, je les range par page et par bloc. Vous voyez, vous avez les pages. Je refais des blocs. Et après, je les fais remonter. Ça, on peut le faire remonter soit dans une grande. Donc là, nous, on a l'objectif 100% conforme, donc j'ai tout mis dans une seule page. C'est bizarre, non? Ah non, c'est parce que c'est un ancien truc, ça. Et on peut le découper comme on veut. Ça dépend du tag qu'on décide de mettre à l'intérieur pour faire les lots. Et puis ça veut dire que ça a été fait. La petite croix, ça veut dire que ça a été checké. Alors, ça s'appelle Frago. Il fallait que je mette Go dedans, et puis il fallait que ça fasse un acronyme du type French Governmental Reports for Accessibility Compliance with Go. Et ça veut dire fraise en espéranto. Donc, voilà. Puis il y a quelqu'un de l'INSEE qui m'a fait un logo. Alors, j'ai eu la décence de le garder. Oui, il pensait pas que j'allais le faire et il était mort de rire, mais... Voilà, vous avez d'autres questions, on peut discuter après, ou je sais pas, parce que c'est assez large, donc si vous voulez ouvrir des sujets, prendre une pause. Donc par contre, voilà, il faut l'installer. Si vous voulez l'essayer, c'est quelque part gratuit, open source par l'État. Après, parfois, l'installation n'est pas hyper simple. Enfin, tout est documenté sur la même page. L'histoire de structure, il faut récupérer les audits. Vous avez les URL générées. Enfin, il y a pas mal de choses, c'est pas forcément complet. Mais parfois, on est un petit peu bloqué dans l'installation. Et normalement, une fois que c'est intégré, parce qu'on peut aussi avoir envie de le mettre en local, c'est dans un GitLab, par exemple, normalement, ça marche. Enfin, une fois que tout est configuré, ou moi, je suis sur Netlify, c'est pas simple. Et après, on a juste besoin de refaire les audits et on a ce site qui nous aide, quoi. Et en gros, l'idée, c'est vraiment que ça change rien sur le travail habituel d'un auditeur, puisqu'en fait, il a son fichier Excel qu'il avait avant. C'est juste qu'il va le déposer sur un dépôt. Alors, il a peut-être plus certaines aides qu'il avait dans des Excel. Mais en tout cas, en même temps, ça peut être un export d'un audit normal. On pourrait imposer en fait aux gens qui font des audits de faire une feuille en disant je veux ce format-là pour mon outil. Et on travaillerait comme avant avec les audits, sauf qu'on récupérerait cet export-là, sauvé sous tel format, on le récupère, il y a quelqu'un qui le met et on sait que les audits, on le range avec la date et on a ces audits archivés et on génère ce site. C'est-à-dire qu'en fait, l'audit, l'outil ne dit pas on change toutes nos pratiques. C'est vraiment un truc qui se met au milieu et qui est encore en plus à côté de ce que fait la Dulac sur l'observatoire Askatasson avec des tests automatisés. Donc il n'y a pas de concurrence. En fait, on pourrait tous faire quelque chose ensemble et faire plein de réunions pour former des gens à l'accessibilité. Et c'est vraiment un des piliers, un objectif phare du gouvernement. Là, on ne peut pas continuer à avoir des démarches en ligne avec des taux d'accessibilité aussi bas. On ne peut pas avoir des mairies, on ne peut pas avoir autant de sites avec autant d'erreurs. Il faut faire quelque chose. Les gens sont en demande, mais ils ne savent pas comment. Peut-être que des observatoires comme ça et des techniques simplifiées pour faire toute cette démarche administrative pourraient les aider. Et aussi qu'on ait plus de plaisir à faire du web, parce que quand on gère de la dette technique, et des trucs tout pourris. Enfin, je veux dire, c'est quand même un calvaire de travailler au quotidien. Et quand on commence à avoir des sites qui sont satisfaisants à la fois pour les gens qui les font et les gens qui les utilisent, c'est quand même mieux, quoi. Enfin, je trouve. Après, il ne faut pas que ça vire que des gens et les fonctionnaires, mais voilà. C'est censé pas être contraignant, la démarche. Donc si vous trouvez que c'est contraignant, c'est pas l'objectif, mais il y a toujours un peu de contrainte par l'outil, quand même. Donc je vous invite à l'utiliser ou à faire des retours. C'est bon. Je vous libère, j'ai l'impression que je dois vous libérer pour...